C'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech de Smartech. On est en direct sur la chaîne Bismart comme tous les jeudis matins. Et aujourd'hui, autour de la table, j'ai le grand plaisir de réunir Olivier Morel, directeur général de Snowpack et trésorier d'Exatrust, donc expert en cybersécurité. Bienvenue Olivier dans ce débrief. Henri Dagrin, bonjour, bienvenue également Bonjour. en 2026 sur le plateau de Smartech. Je rappelle que vous êtes le délégué général du SIGREF, donc on a les DSI des grandes organisations qui sont là, qui nous parlent, et Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Bonjour Julien. Bonjour Delphine, bonne année. Et bienvenue aussi en 2026 dans Smartech. Bonne année à tous. Alors, on va parler aujourd'hui de la cybercriminalité, puisqu'on a le CLUSIF qui nous révèle son panocrime annuel. Ça va nous permettre de voir quel est le bilan de l'année 2025, mais aussi de se placer dans ce contexte 2026. On va parler aussi retail, on va parler du nouveau commerce, du nouveau e-commerce, avec l'arrivée de l'Universal Commerce Protocol, accepté, signé donc entre Google et Carrefour. C'est une annonce importante puisque Carrefour est le premier finalement commerçant français à faire ce deal en France et même je dirais en Europe. Mais on commence avec une remise de prix. Une remise du prix Marius Lavet, inventeur, ingénieur 2026. Ça a été remis hier soir, donc 14 janvier 2026. Pour lancer cette discussion, nous sommes connectés avec Amaury Fiévez. Bonjour Amaury. Bonjour. Alors, vous êtes évidemment membre du jury de ce prix, mais vous êtes aussi le membre fondateur de l'IESF, la Société des ingénieurs et scientifiques de France. Le prix Marius Lavet, il va célébrer, il célèbre aujourd'hui et cette année toute cette ingéniosité, cette innovation française. Il salue le travail des ingénieurs et ça me semblait important de le faire aussi ici dans Smartech, de rappeler l'importance de leur rôle dans la société. Et alors, il a été attribué à Julie Grolier, une femme, on est ravis, physicienne, directrice de recherche CNRS au laboratoire Albert Fert, où on retrouve donc l'université Paris-Saclay, le CNRS et Thales. C'est une spécialiste de la spintronique, donc l'on retrouve dans de nombreux équipements numériques comme les mémoires qu'on a dans nos ordinateurs. C'est aussi une spécialiste en intelligence artificielle. Elle consacre ses recherches au développement de puces neuromorphiques qui reproduisent physiquement un réseau de neurones. Elle est aussi déjà médaille d'argent en 2018 du CNRS. Également lauréate du prix Irène Joliot-Curie 2021 de la femme scientifique de l'année pour ses travaux. Bon, je dirais, elle avait quand même tout pour nous plaire. Mais qu'est-ce qui vous a plu et convaincu à vous, jury, précisément cette année ? Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que on arrive dans un jury où les 5 finalistes sont toutes et tous des personnes avec un parcours qui est exceptionnel. Donc, différencier ces personnes Eh oui. est une tâche qui est très compliquée, Oh là, surtout j'imagine. pour un jury comme nous qui est jeune. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a eu de nombreux débats. On peut peut-être citer d'ailleurs De mon côté. les 4 autres finalistes. Donc on avait notamment Eric Carrel de Weezings, André-Jacques Auberton qui est le cofondateur de Swatech, donc les matériaux des semi-conducteurs, Luc Julia qu'on ne présente plus sur les interfaces homme-machine et l'IA appliquée, Pascal Sénélart aussi cofondatrice de Candela, donc dans l'informatique quantique. Oui, c'est vrai qu'on avait du beau monde là. Absolument, comme chaque année d'ailleurs. Et donc pour répondre à la question de pourquoi Julie Grelier et pourquoi pas les autres, on dirait que c'est plutôt son parcours qui s'est démarqué, et notamment cette jonction entre sa vie académique en tant que chercheuse au CNRS et puis aussi ses liens avec le monde privé et son travail avec différentes équipes de différentes sociétés. Et on trouvait ça intéressant, le fait qu'elle ait amené des sujets de recherche qui sont quand même très complexes dans le monde de l'entreprise, de l'industrie. Appliquée finalement. Elle est aussi l'autrice Absolument. d'un livre pour enfants, Estelle et Noël, la découverte de l'IA, qui est paru aux éditions 1000 pages. L'intelligence artificielle, c'était quand même aussi un gros thème sous-jacent de la sélection du jury, j'ai l'impression. Absolument, et ce qui est assez étonnant, c'est de voir l'évolution déjà en un an, puisque l'an dernier, on n'avait pas des finalistes qui étaient toutes et tous sur l'intelligence artificielle, contrairement à cette année. Donc l'an dernier, on avait on avait des sujets sur l'agriculture, on avait des sujets sur de la mécanique industrielle. Cette année, toutes les personnes travaillaient directement ou indirectement sur les sujets d'intelligence artificielle. Personnellement, ça m'a marqué.
Ouais. Alors, vous parliez de la jeunesse du jury. C'est vrai qu'on retrouve dans le jury des élèves du lycée, on retrouve des étudiants de grandes écoles. Enfin voilà, vous avez des parcours très riches, hein, jusqu'à évidemment des professionnels, des ingénieurs dans le privé ou le public. C'est important de rappeler, je le disais, le rôle central aujourd'hui des ingénieurs, hein, face aux grands défis finalement de notre époque. Quelle est votre perception? Je voulais faire un tour de table d'ailleurs, pas vous poser la question qu'à vous, Amaury, mais un tour de table ici sur la manière dont vous voyez que les ingénieurs tiennent une place, un rôle plus ou moins important dans la société. Est-ce que vous donneriez un carton rouge ou un carton vert? Sur leur place? Ouais, vous avez l'impression qu'ils sont aujourd'hui. Alors, juste. Non, non. La question, vous avez changé de Sur les carton, ingénieurs. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont aujourd'hui reconnus à leur juste place? Les ingénieurs, est-ce qu'on leur donne une visibilité suffisante? Est-ce qu'on les écoute assez dans la société actuelle française? Carton rouge. Eh ben voilà, j'étais sûre qu'on allait changer de couleur. Vraiment, Ok, je le je mets. veux voir d'autres cartons là, alors. Donc on a un carton rouge. Un orange. Un orange. Je vais être un peu sur la même position pour différentes valeurs. D'accord. différentes, Et on va poser la question à Amaury, donc qui est avec nous. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui ils sont reconnus, ils sont à leur juste place, les ingénieurs en France? Non, pas vraiment. Je ne pense pas que comment dire, le point de vue des ingénieurs est justement représenté dans le débat public et dans les politiques publiques. Donc c'est pour ça que ce prix, justement, Marius Lavé, a son importance, puisque permet de mettre en avant des ingénieurs qui ne seraient pas forcément connus du grand public autrement, puisqu'on reste quand même sur des communautés qui sont relativement fermées. Et c'est également les missions qu'on porte au sein d'IESF, Ingénieurs et Scientifiques de France, de mettre en avant cette parole des ingénieurs en France, donc auprès des institutions décisionnelles et également à l'international. Alors moi j'ai mis aussi ce carton rouge, comme vous finalement, Amaury, parce que je trouve qu'on manque finalement de techniciens, d'experts aujourd'hui Bien sûr. dans les places les plus importantes, y compris dans les administrations, hein, pour éclairer les décideurs publics, par exemple. Aujourd'hui en Oh, France, oui. on ne forme pas assez d'ingénieurs, Ouais. et singulièrement en matière de technologie numérique. On est en déficit systémique d'ingénieurs. Ces filières de formation d'excellence n'attirent pas assez, et singulièrement n'attirent pas assez les femmes. Hein, c'est un vrai sujet de préoccupation qui est aujourd'hui dans la tête notamment de tous les décideurs publics, sans que l'on voit véritablement se mettre en place les dispositions qui permettraient de résoudre ce sujet. Et puis, le prix Marius Lavé, et ça c'est intéressant, nous montre deux choses. C'est que les ingénieurs, eh bien, notamment en France, sont particulièrement bien formés pour résoudre des problèmes sous contraintes fortes. Et nous sommes confrontés à de multiples contraintes, hein, et pas uniquement écologiques, mais en matière d'accès aux ressources, en matière d'accès à l'énergie, et ainsi de suite. Et puis, les ingénieurs, et notamment sur les sujets qui intéressent le prix Marius Lavé, c'est le temps long. Parce que pour développer, industrialiser et puis diffuser des technologies de cette nature, que ce soit dans l'électronique, dans le quantique et ainsi de suite, eh bien c'est 10, 15 ans, 20 ans d'efforts, de recherche fondamentale, de recherche et développement, de recherche appliquée, pour ensuite permettre à notre société de bénéficier de ce type de produit. C'est vachement important. Et puis, on voit qu'on en a des ingénieurs, qu'on les a, bien sûr. ces talents, et c'est Et on les aime pas très assez. important de les mettre en avant. Alors, pourquoi vous étiez dans le carton rouge, carton vert, là, tous les deux? Alors moi, le carton rouge, c'est un peu pour les mêmes raisons. Le carton vert, c'est pour donner quand même, voir quand même une note d'espoir. Ouais. Alors, sur le carton rouge, je suis complètement d'accord. Ce qu'on voit aussi, c'est que, en tout cas, les 5 finalistes qu'on a là, sur le quantique, l'IA, la santé connectée, tout ça dans un contexte de souveraineté, on voit qu'on est quand même au cœur des enjeux stratégiques et géopolitiques et technologiques. Ouais. Donc ça, c'est bien pour ce prix de mettre en avant le fait que derrière tout ça, il y a des ingénieurs et que l'innovation, c'est du temps long et que l'innovation, ça ne vaut que quand ça se traduit à la fin par des éléments concrets qui fonctionnent et qui sont vraiment au cœur de la stratégie industrielle européenne. Donc effectivement, ce prix, il est excellent et alors pour le coup, bravo en tout cas aux lauréats et à l'organisation. Et à Julie Grolier. Voilà, il y avait quand même absolument. Il y avait 2 femmes sur 5, absolument. Ouais. Et sur le carton vert, moi, je vois quand même que sur les filières, aujourd'hui, il y a quand même, alors j'ai pas de statistiques là-dessus, mais dans les écoles d'ingénieurs, j'ai un fils lycéen, il y a beaucoup de salons, il y a beaucoup de buzz qui sont faits autour de ça, et les parcours ingénieurs sont quand même garants d'une certaine forme de sécurité à l'embauche. Et nous-mêmes, quand on est, en tout cas nous, chez Axetrust, nos adhérents, un profil ingénieur, c'est un profil pour lequel il y aura
aura pas trop d'inconnus. C'est-à-dire que c'est des profils qui sont très intéressants pour travailler sur de l'innovation dans des boîtes avec de la haute technicité. Donc là, le verre, c'est plutôt pour continuer d'encourager ça, de donner un verre à moitié plein quand même sur ces profils. Et alors, sans rien enlever à tout ce qui a été dit par Olivier et par Henri, je voudrais juste rappeler quand même que la France reste un petit pays en termes de nombre d'habitants, mais avec une très grande culture historique de l'ingénierie, des sciences, qui remonte au moins au XVIIIe siècle avec l'école des ponts et chaussées, avec Polytechnique, ce genre de choses, que dès qu'on ne regarde pas totalement le sommet de la pyramide, qu'on va regarder un petit peu les ramifications, notamment dans les agences de l'État, on a souvent des ingénieurs qui sont très bien placés et donc a priori influents et un petit peu écoutés. Et je dirais juste qu'effectivement, aujourd'hui, si la France veut tenir son rang, et à travers la France, peut-être aussi l'Europe, il va falloir se poser la question à la fois de la formation d'un nombre suffisant d'ingénieurs extrêmement qualifiés dans une compétition internationale qui est aujourd'hui extrêmement âpre, mais aussi la question de pouvoir les retenir. Le fait de les former, c'est une chose. De pouvoir les retenir ou de les attirer depuis l'étranger pour qu'ils travaillent pour les intérêts français et ou européens, c'est une vraie problématique, là, pour le coup, stratégique. Et si on veut tenir notre rang, il va falloir le faire. Et puis, pour terminer sur une petite note d'espoir, le fait que le lauréat de cette année ait été attribué à une dame, je trouve que c'est plutôt intéressant. Parce que c'est un très bon signal. C'est une lueur d'espoir aussi qui a dit que la tech était un domaine réservé aux hommes. Ce que ne dit pas forcément le plateau d'aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, mais bon, on salue et on félicite Julie Grelier. Oui, juste, il faut regarder à nouveau, pour ceux qui ne l'ont pas fait, l'audition du PDG de Safran il y a quelques semaines au Sénat, où lui-même lance un signal d'alerte, notamment sur l'enseignement des maths en France, qui, selon lui, nous fait courir à la catastrophe, non pas uniquement pour les domaines d'ingénieurs, mais globalement pour la compétitivité de l'économie française. Et moi, je trouve que ça, il faut réécouter, il faut prendre en compte ce type de signal. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter à la formation, il ne faut pas s'arrêter non plus à la recherche. Il faut effectivement pouvoir les conserver. Et moi, j'ajouterais qu'il faut aussi leur faire confiance pour les mettre à des postes plus stratégiques, pour nous conseiller dans, aujourd'hui, nos politiques publiques numériques. Merci beaucoup, Amaury, d'avoir porté avec nous ce prix Marius Lavet. Merci encore et bonne continuation pour tous vos travaux. Alors nous, on enchaîne avec la cybersécurité, puisque le Clusif dévoile aujourd'hui, 15 janvier, la 26e édition de son Panocrime. Donc c'est un bilan assez précis des attaques marquantes de 2025. On y trouve les modes opératoires observés, une cartographie des groupes de cybercriminalité, de cybercriminels. Ça, c'est, j'ai envie de dire, chaque année. Là, en plus, est intégrée de manière beaucoup plus forte la composante sur la désinformation, puisqu'il y a une intervention de la Viginum, du service Viginum, mais aussi du service de renseignement du ministre des Armées. On voit que l'approche géopolitique aujourd'hui, elle fait partie en fait de la question cyber. Est-ce que vous avez l'impression, déjà, question globale pour les cartons rouges, cartons verts, qu'on a une bonne approche aujourd'hui en France de la question de la cybersécurité? Allez, moi, je me lance. Je dirais... On progresse. Ouais. Ah. Ça y est, on va modérer, qui arrive. Je suis désolé, Julien, c'est quoi, c'est un verre? C'était un verre parce que je veux souligner les efforts accomplis. Voilà. Nous, on travaille énormément à tout ça dans ce qu'on fait avec Zatrust et c'est largement pas suffisant à l'échelle européenne pour ce qui est fait aujourd'hui, puisque le Clusif et le panorama de la cybercriminalité, le Panocrime, c'est sa 26e édition. Tout ira bien le jour où il n'y aura plus de Panocrime. Parce qu'on fait quand même une rétro de tout ce qui se passe. Moi, je suis intervenu sur le Panocrime en 2019 et 2020 sur le sujet des fuites de données et sur le Panocrime 2019 et sur le 2020 sur les sanctions RGPD apportées par la CNIL dont le temps de la pédagogie était terminé. Ouais. Et en fait, 2019-2020, cette année, on est numéro 1 en Europe sur les fuites de données en France. Donc l'actualité... Triste record, ouais. Et j'ai re-regardé du coup les interventions 2019-2020 pour savoir ce que j'y racontais avec le groupe de travail. Cette année, les fuites de données, j'emploie les grandes fédérations sportives, le tir, etc., les opérateurs télécoms, il y a eu énormément de fuites cette année, des sanctions de la CNIL, Nexpublica il n'y a pas longtemps, Free hier ou avant-hier. Donc en fait, on ne progresse pas en fait, sur l'état des lieux. On ne progresse pas ou la menace augmente? La menace augmente. Mais ce que je veux dire, c'est que la menace n'a jamais été aussi élevée, elle augmente, et pourtant, nous, depuis 2 ans, les investissements n'ont pas augmenté. Donc ça, c'est quand même un point clé, c'est qu'on est de plus en plus menacé et on n'investit pas de plus en plus. Et nous, on le voit sur nos adhérents chez Exatrust, les chiffres ne sont pas du tout à la hauteur de la menace, en quelque sorte. Elle change? Oui, elle change de nature. La menace
Il y a encore quelques années, nous avions affaire essentiellement à une cybercriminalité avec des visées financières. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans des schémas de guerre hybride et de tentatives de déstabilisation par le bloc qui est bien connu. C'est Russie, Chine, Corée du Nord, Iran, qui lancent des attaques et contre les intérêts occidentaux ou des intérêts qui représentent en fait le monde occidental. On en a eu plusieurs exemples. C'était les attaques qui ont eu lieu au cours de l'année 2025 contre les applications tierces des environnements Salesforce, où c'était en plus là lié avec de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour mener des activités d'ingénierie sociale relativement peu complexes pour recueillir des droits d'administrateurs sur ces environnements et qui visaient de manière explicite des intérêts très représentatifs occidentaux, et notamment l'industrie du luxe, ou encore les attaques en DDoS contre La Poste au cours du mois de décembre, qui ont été revendiquées comme des attaques contre des intérêts occidentaux, et notamment avec des mafias liées aux intérêts russes. Justement, on a parfois du mal à comprendre ces attaques, celle de La Poste à Noël, qui a duré quand même extrêmement longtemps et qui montre un peu la force de frappe contre des intérêts français, parce que là on parle d'un service public. Déstabilisation. Déstabilisation, c'est ça. C'est un autre type de menace, quoi. C'est vraiment très géopolitique. Oui. Et ce qui fait que quand la menace change de nature, eh bien, il faut peut-être que l'on repense toute l'organisation et dans une démarche de coopération publique-privée sur la façon dont on lutte contre cette menace, et pas uniquement à l'échelle nationale, mais également à l'échelle européenne. Est-ce qu'on est armé contre ça, contre ces déstabilisations ? En tout cas, juste une précision, c'est qu'il y a aussi un temps qui doit être sur l'analyse, c'est-à-dire que l'attaque sur le groupe La Poste, elle est quand même très récente. On n'a même pas encore le post-mortem détaillé de celle sur Jaguar Land Rover, et qui a vraiment impacté plus de 2 milliards d'euros l'entreprise en septembre-octobre, qui a impacté 5000 sociétés en Angleterre avec des aides de l'État, etc. Donc la constituante géopolitique au panneau crime inclusif, ça fait 15 ans que ça existe. C'est-à-dire, si vous regardez les 15 ou 20 dernières éditions, il y a tout le temps eu une entité géopolitique, donc c'est hyper intéressant. Ouais. C'est en ce sens-là que je parlais tout à l'heure sur l'évolution, c'est que c'est un peu comme dans The Groundhog Day, le jour de la marmotte, on revit quand même toujours un peu. L'événement, il est absolument génial. Moi, j'adore cet événement, le panneau crime inclusif, il faut absolument le regarder. Alors, on devient complètement parano quand on est un petit peu nouveau dans le domaine, mais quand on ne l'est pas, on devient blasé, je ne sais pas. Ça permet de mieux se protéger. Absolument. Et c'est un très bel événement qui a lieu tous les ans. Mais oui, la composante géopolitique, ce qui va y avoir de très nouveau cet après-midi, c'est évidemment un focus sur les infrastructures critiques. Donc, Jaguar et l'ANSSI avaient déjà en début d'année alerté sur les ciblages sur les industries critiques. Et puis forcément une grosse composante IA sur l'IA comme vecteur d'attaque et comme vecteur de défense aussi. Et donc là, nos amis Jérôme Billois, Loïc Guézo et compagnie seront excellents dans l'exercice. Ok. Un mot, Julien, là-dessus, ou on enchaîne sur notre sujet très business ? Peut-être dire un mot quand même, malgré tout, pour dire que déjà, Lueur d'Espoir, notre secrétaire d'État au numérique, Anne Lenanf, en a fait une cause nationale dans ses vœux de Nouvel An. C'est pour moi déjà le signe d'une évolution qui va dans le bon sens. Elle a une culture très cyber, de toute façon. Absolument. Il y a aussi, sur le plan purement macroéconomique, des signaux qui sont plutôt positifs, notamment l'augmentation des dépenses, alors peut-être plus privé que public au niveau global, en matière de cyberdéfense, qui veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience des risques. Néanmoins, les problématiques occasionnées par la cybercriminalité augmentent plus vite que les dépenses occasionnées pour la cyberdéfense. Ce qui montre quoi ? Ce qui montre en vérité que la tendance est durable. Pourquoi ? Parce que les coûts d'accès aux technologies qui permettent de mener des cyberattaques n'a jamais été aussi faible, que la disponibilité technique de ces outils n'a jamais été aussi simple. Et en vérité, c'est de plus en plus préoccupant, notamment dans une matière que je qualifierais de floutage absolu de la frontière entre ce qui relève du réel et du fabriqué. Il y a une vidéo qui tourne actuellement sur X en boucle, qui est générée par l'IA, une vidéo deepfake qui est criante de réalisme. Et quand on voit ce qu'on a réussi à extorquer avec des fausses photos de Brad Pitt en 54p, déjà, on peut se dire que lorsque ces technologies vont être mises entre de mauvaises mains, ça va faire des ravages sur toutes les personnes, et sur toutes les personnes qui ne sont pas bien formées. Donc deux choses. Investissement dans la pédagogie, ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est essentiel parce que les failles sont souvent d'origine humaine quand même malgré tout. Et puis derrière, effectivement, des missions extrêmement urgentes sur les infrastructures techniques et puis aussi sur les moyens de contrôle, d'identification et de sanction
vis-à-vis de la cybercriminalité. Ça me paraît Je essentiel. voulais aussi vous faire réagir quand même sur un point. Alors, on ne va pas dévoiler tout le panneau crime parce que c'est cet après-midi et nous, on est un petit peu Et en on sait pas. avance. C'est sur la fragilité des chaînes logicielles là, qui fait partie des grands sujets qui vont être abordés et des services SaaS. En quoi, Bien justement, sûr. ces services aujourd'hui nous fragilisent? En fait, aujourd'hui, la surface d'attaque de l'entreprise, elle s'est considérablement étendue. Et aujourd'hui, bien, la sécurité de vos applications est parfois critique. Eh bien, elles sont dans des clouds qui sont opérés par d'autres. Oui, mais on se disait que ça allait créer une sécurité supplémentaire. Eh bien justement. non, aujourd'hui, finalement, c'est donc les entreprises, notamment les grandes entreprises, doivent s'assurer de la sécurité numérique de toute la chaîne de valeur IT et de toute la supply chain IT auxquelles ils doivent aujourd'hui avoir accès. Et en plus, de plus en plus, c'est une responsabilité qui leur incombe directement à travers notamment des régulations telles que DORA pour les organismes financiers. Absolument. Oui, absolument. Ouais. Sur Rapidement. la supply chain, de toute façon, c'est moi et mes fournisseurs. Donc là, Nice 2, Dora mettent quand même beaucoup d'éléments, enfin, résilience sur ce sujet-là, sur le fait de garantir que notre supply chain est correcte. Le SaaS, c'est un exemple de supply chain aussi, où là, c'est un logiciel. Le problème aussi, c'est que tout ça est basé sur la confiance. C'est-à-dire que là où je mets mes données, je fais confiance à mon fournisseur. Mon fournisseur, il n'y a pas forcément des méchants attaquants qui vont attaquer. Il y a aussi des gens qui vont exploiter l'extraterritorialité des lois qu'on connaît pour exfiltrer de la donnée et pour l'écouter. Absolument. Donc l'enjeu clé, il est où sont mes données clés, où sont mes infrastructures critiques, est-ce que je les maîtrise, quid de mon degré de souveraineté dans ces enjeux-là, parce que ce qu'on voyait il y a 5 ans, 10 ans au Panocrime, on le revoit encore aujourd'hui. Donc on arrête de déléguer. On comprend vite, mais il faut nous expliquer sécurité. longtemps, j'ai l'impression. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la c'est clair. pédagogie. Et en tout cas, cette supply chain, elle est absolument critique. Donc il y a des organismes de notation, il y a des programmes de certification, mais il y a aussi un enjeu fort, c'est où sont mes données, qu'est-ce qui est critique, où est-ce que je suis souverain, où est-ce que je suis dépendant et où est-ce que je suis indépendant. Et ça, et c'est cette indépendance et cette souveraineté, elle est clé aussi dans le discours de Anne Reynolds, CF, son audition hier ou avant-hier. Et sa feuille de route, tout à fait. Allez, on termine avec notre sujet sur le commerce par IA, avec l'annonce d'un partenariat entre Carrefour et Google. Donc Carrefour, premier commerçant en France et en Europe à entrer dans ce commerce agentique en adoptant finalement un protocole que Google appelle universel, l'Universal Commerce Protocol, UCP, donc standard qui est ouvert, qui permet aux agents de réaliser des achats directement en communiquant avec les systèmes des distributeurs. Ça va transformer complètement l'expérience d'achat. Oui ou non. D'ailleurs, ça, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que on va tous adhérer finalement à cette nouvelle façon d'acheter? On va laisser les agents cliquer jusqu'à donner finalement nos coordonnées bancaires et réaliser l'achat. On est tous d'accord. On est des progressistes. Ouais. C'est ça. En tout cas, c'est pas tout de suite, quoi. C'est horrible. Julien, un regard de l'économiste sur cette transformation-là du commerce. Mais ces transformations, effectivement, elles sont hypothétiques et elles prennent de toute façon beaucoup plus de temps que ce que ces promoteurs voudraient bien l'entendre. Netflix est dans la place depuis 2007. Netflix n'a pas encore tué la télévision traditionnelle, linéaire, ce genre de choses. Tout le monde n'a pas complètement arrêté de regarder les émissions de la télévision linéaire pour prendre abonnement Netflix, Amazon Prime, Disney+, et tous les autres. Donc, Ou ces de transformations... lire des livres papier. Par exemple. Donc ces transformations prennent du temps. Il n'en demeure pas moins que dans le cas de Carrefour, c'est assez intéressant de préempter ce type d'usage pour voir déjà faire des expériences. On espère juste pour eux qu'ils ne seront pas trop en avance de phase, au risque d'avoir une petite désillusion telle qu'ils l'ont eu dans le métavers, par exemple. Et pour Google, le challenge est beaucoup plus intéressant sur le plan stratégique parce que Google gagne sa vie en étant une super régie publicitaire du web de type search. Le fait de rajouter cette brique à son écosystème peut, d'une certaine façon, cannibaliser ses rentes actuelles. Donc il faut qu'il arrive à recréer un écosystème semi-ouvert, semi-fermé, mais qui pointe quand même de façon préférentiellement vers ses services, notamment Parce Google que Pay. c'est un standard ouvert que tout le monde peut adopter, mais pour l'instant, les achats, ils se font que via son IA. Gemini. Absolument. Donc ces outils d'IA, ces outils de paiement aussi, pour prendre des commissions sur les transferts monétaires. Et puis derrière, effectivement, faire vivre ce qu'on appelle, nous, en économie, le dilemme de l'innovateur, c'est-à-dire que là, Google se trouve dans une situation dans laquelle il peut prendre le risque de cannibaliser son propre business, mais s'il ne le prend pas, il risque de laisser le champ libre à des concurrents pour qu'ils prennent sa place. Donc c'est plutôt sur ce vecteur-là, moi, que je vais focaliser mes recherches dans les prochains mois. Et alors moi, je me demandais, que vont faire les banques? Est-ce qu'elles vont rembourser quand l'agent commet une erreur dans son achat, quand on constate une fraude, mais finalement, c'est pas nous qui avons cliqué directement?
Question de la responsabilité. Grande question là. Ouais. Bien sûr, la responsabilité, on ouvre une porte énorme. Moi, personnellement, je trouve cette innovation assez horrible aujourd'hui. Ah oui. Parce que pour plein de raisons, effectivement, déjà, ceux qui ne vont pas y aller, ils vont devenir quoi? Parce que le parcours d'achat, il va forcément être influencé par l'agent IA, si on est un petit peu parano, en tout cas par les technologies qui auront raccordé tout ça. Quand même, hein, bien sûr. Mais en fait, on va gérer un tel flux de données. Là, le RGPD, on oublie ce que c'est et on oublie ce que ça veut dire. Et pour l'anecdote, Carrefour, ils ont été condamnés dans le panneau crime 2020 que j'évoquais tout à l'heure. En 2020, 2 200 000 euros Carrefour France et 800 000 euros Carrefour Banque pour 8 non-conformités au RGPD. Et donc aujourd'hui, ça, c'est vraiment la boîte de Pandore sur le volet des données personnelles, de la sécurité, de la responsabilité. Je ne vois pas comment on va pouvoir réguler un truc pareil. Ouais. Donc oui, c'est un protocole, oui, il y a plein de belles sociétés qui vont dedans, et oui, ça va être open source et ça va être un standard, mais ça veut pas dire, tout ça ne veut pas dire que ça va être bien. Justement, il y en a beaucoup qui espèrent quand même, parce qu'il y a quand même une philosophie libérale derrière tout ça, que ces pratiques-là ne seront jamais régulées. Évidemment. C'est un beau nouveau défi pour les DSI, ça. Non, mais c'est un défi. C'est un défi d'abord pour les entreprises qui vont adhérer à ce protocole, parce que c'est comme avec Booking, et d'autres. C'est un coin qui est inséré entre le client et son fournisseur. Et donc, dès qu'il y a cette désintermédiation, eh bien, ça se fait toujours au profit du désintermédiateur. Et puis, évidemment, donc, qui va capter la valeur? Donc, c'est la première bonne question à se poser. Deuxièmement, il y aura derrière le protocole, il n'y aura pas que Carrefour. Et donc, à quel moment, eh bien, effectivement, ça va être l'outil qui va dire, attends, je vais plutôt privilégier les autres que voilà, ou alors sur la concurrence et une mise en concurrence. Et puis, la troisième chose, c'est que la messe n'est pas dite avec UCP, parce qu'il y a d'autres protocoles qui sont aujourd'hui en cours de réflexion, notamment OpenAI qui réfléchit à son propre protocole, et je crois également que Mistral n'est pas étranger à ce genre de réflexion. Donc, vous reviendrez pour en parler, parce que la messe n'est pas dite. Le début de l'histoire, absolument. Merci beaucoup à vous d'être venus commenter l'actu dans Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec une grande régularité. On se retrouve dès la semaine prochaine en direct le jeudi matin, 10h45.